Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Maude. Bonjour Fleur. Et bonjour à nos représentantes de la Caisse des dépôts et des consignations qui représentent l'IRCANTEC, la CNRACL et la RAF et qui sont présentes parmi nous aujourd'hui Nathalie Courne, Maëlle Dusselier et également Daniel Thuard. Alors, bienvenue à tous pour ce deuxième club des pilotes spécifique de la fonction publique en DSN, et en particulier pour cette session de niveau intermédiaire en connaissance de la DSN sur comment déclarer correctement les rémunérations de vos agents en DSN. Peut-être pour illustrer ce sujet, avant de commencer ce webinaire, on va vous passer un court témoignage du centre de gestion 45. Et peut-être pour précision également sur comment va se dérouler cette session, on va avoir une session en deux temps. Une première partie qui sera une courte présentation de la thématique et des points clés, des grands principes qu'on veut vous préciser. Et puis ensuite, on aura une partie de questions-réponses. Alors, on essaiera de faire moitié-moitié, de manière à ce que vous puissiez aussi nous faire part de vos retours d'expérience, de vos interrogations, etc., et qu'on puisse y répondre ou échanger autour de cela. Sachez qu'à droite de votre écran, vous avez une partie de chat où vous pouvez nous faire part de vos impressions ou des éventuels problèmes techniques que vous avez, mais également un onglet une question où là, on vous invite à poser vos questions au fil de l'eau dès que vous y pensez, et on essaiera de les prendre à la volée, mais surtout, on privilégiera donc le second temps de cette session pour y répondre. Voilà. Je vous propose de lancer le petit témoignage vidéo du centre de gestion 45 pour initier cette session. Dans l'équipe, on est 3 gestionnaires paye et notre responsable. Et en termes de DSN, donc, il n'y a eu qu'une seule personne qui a fait tout ce qui est configuration et envoi. Et on envoie par mois entre 1400 et 1500 agents, répartis sur 48 collectivités. Alors pour déclarer au mieux tous les agents en DSN, il faut que le logiciel soit bien configuré. La DSN est le miroir du logiciel. Donc si le logiciel est mal configuré, la DSN est mal faite. Donc il faut absolument que tous les agents soient vraiment bien configurés. Pour bien déclarer tout ce qui est rémunération, prime, donc pareil, la DSN c'est le miroir du bulletin de paye. Donc il faut que tout soit bien intégré dans le bulletin correctement, que les bases soient mises correctement, les montants aussi, et que ça soit mis dans les bonnes structures en termes de structure DSN pour qu'après ça peut remonter facilement. Merci beaucoup, Madame Nolan-Macher, pour votre témoignage et nous a permis de le diffuser aujourd'hui. Alors Maud, on va commencer donc cette petite session sur comment bien déclarer les rémunérations des agents en DSN, en fait en resituant les choses. C'est-à-dire que on va parler de rémunération, mais plus globalement d'éléments financiers en DSN. Bien évidemment, au préalable, pour déclarer une DSN propre, il faut commencer par avoir des éléments d'identification, tout ce qui est la partie employeur, SIRET et évidemment agent, donc qui soit la plus propre possible dans vos bases, base de paye et RH, et donc derrière déverser en DSN de façon correcte. Mais après cela, il y a donc toute la partie issue de la paye avec la partie versement et correction de ces versements, puis la partie rémunération et enfin base assujettie et cotisation. Sur la partie versement et correction et régularisation de versement, je pense qu'on ne va pas s'appesantir énormément aujourd'hui, étant donné que vous le pratiquez tous les mois à l'occasion de vos déclarations passereau. Et sachez qu'en DSN, les éléments que vous déclarez aujourd'hui en passereau seront à déclarer à l'identique, selon les mêmes règles, en DSN. Donc, je pense qu'on peut aller assez vite sur ce sujet. Maintenant, ce qu'il y a à avoir en tête, c'est que les éléments de rémunération sont transmis à l'ensemble des organismes et donc doivent être déclarés de la façon la plus propre possible. Et comme le disait le centre de gestion 45 tout à l'heure, vraiment de façon cohérente avec la paye, de manière à ce que les droits qui seront ensuite ouverts par les organismes qui reçoivent ces déclarations soient le plus corrects possible et surtout avec des allocations de prestations qui sont vraiment sur des montants cohérents avec ce qui a été par ailleurs transmis comme cotisation. Donc,
dans un premier temps, on va peut-être, parler plus de la partie rémunération et du coup, je laisse la main à Maud pour, vous expliciter les différentes rémunérations que l'on doit impérativement déclarer en DSN. Voilà, donc effectivement, donc il y a 4 types de rémunérations, qui doivent être déclarées obligatoirement en DSN. Alors je vous propose de les détailler toutes. Hop, je passe. Tu veux J'arrive pas. hop. Ah parfait, merci Flo. Donc il y a la rémunération brute non plafonnée. Donc la rémunération brute non plafonnée, c'est la rémunération, qui est soumise, enfin qui est assujettie à cotisation de sécurité sociale. Donc c'est toute la rémunération, perçue par l'agent, donc y compris les rémunérations primes, gratifications et indemnités. Donc voilà l'importance de déclarer, correctement cette rémunération puisque derrière sont rattachées les cotisations, de sécurité sociale. Ensuite, il y a le salaire brut soumis à contribution d'assurance chômage. Alors même si, effectivement les fonctionnaires ne cotisent pas pour l'assurance chômage, il est important de déclarer, alors même à zéro, enfin Fleur y reviendra, tout à l'heure, ce type de rémunération puisque derrière ça tire l'activité, enfin les informations liées à l'activité, de l'agent. Et donc en fait, pardon, ce salaire brut soumis à contribution d'assurance chômage n'inclut pas les primes, indemnités et gratifications qui sont déclarées dans un bloc, dédié. On y reviendra un petit peu plus Et on tard. y reviendra, oui, effectivement. Alors ensuite, il y a le salaire rétabli. Alors le salaire rétabli, c'est le salaire c'est le salaire qui correspond à, la somme que l'assuré aurait perçue en travaillant de la même manière pendant tout le mois. Donc, si je travaille du 1er au 30 novembre, sans arrêt, sans événement, particulier et que le salaire est de 2 000 €, ce sera 2 000 €. Par contre, si je suis embauchée en cours de mois, le 15 du mois, je vais également ici déclarer 2 000 € puisque ça correspond au salaire qui correspond à une période, «normale» entre guillemets, sur la période, d'activité. Ensuite, vous avez le salaire de base. Donc, le salaire de base correspond à la rémunération brute habituelle du salarié, à l'exclusion des compléments de salaire. De manière un peu triviale, c'est ce qu'on voit sur la première ligne de notre bulletin de salaire. C'est-à-dire que c'est vraiment notre salaire sans les compléments qui sont apportés par la suite. Tout à fait. Alors, du coup, on se permettait de faire un petit aparté dès cette slide, en fait, sur la partie, base assujettie au niveau, individuel. Puisqu'effectivement, en regard de ces rémunérations, doivent être déclarées, quelque part, les bases assujetties, donc brutes, plafonnées et déplafonnées. Et on s'est rendu compte que, bien souvent, les pilotes que l'on a, effectivement accompagnés, là sur ces derniers mois, en fait, omettaient de les déclarer, parce qu'ils se focalisaient plus sur les bases assujetties, plafonnées, déplafonnées, pour les régimes de retraite complémentaire. Hem, il faut avoir en tête que bon, je vais peut-être, faire une petite digression, mais du coup, pour resituer les choses, la DSN permet de substituer effectivement, la DATSU, mais aussi la DUC-Sursaf, et la Passero, dont on a parlé tout à l'heure. Sur la partie DUC-Sursaf, il y a bien une chose importante, c'est que, bien évidemment, vous allez retrouver en DSN sur la partie agrégée les CTP que vous déclariez auparavant, qui sont repositionnés en DSN, mais les URSSAF regardent aussi les informations individuelles et ont besoin d'avoir les informations sur la partie base assujettie et donc y compris, les bases légales que sont les bases assujetties brutes, plafonnées et déplafonnées. Donc on insiste ici un petit peu sur le sujet, mais il est vraiment important qu'elles soient également, alors, on pourrait dire paramétrées dans votre logiciel, mais en tout cas déclarées dans la DSN en regard avec ce qui fait foi dans le bulletin de paie. Les bases assujetties, tout comme les rémunérations, que l'on a évoquées, sont à déclarer en fonction de la période d'activité Tout à fait, auquel oui. elles sont afférentes. Alors, un petit point d'attention, Maud a commencé à l'aborder Ouais. et du coup, je vais peut-être revenir sur le sujet, un petit peu plus longuement ici. C'est la structuration de la DSN qui a aujourd'hui fait que, les rémunérations, hem, enfin, en tout cas, que les activités, qui sont réalisées sur le mois par l'agent, donc dans le cadre de son contrat de travail ou en tout cas de sa relation qui le lie avec son employeur. Du coup, cette activité est déclarée en DSN, sous un bloc qui, lui, est la rémunération, donc le salaire brut soumis à contribution d'assurance chômage.
Mais l'activité, elle, est adressée à l'ensemble des organismes de la protection sociale qui, du coup, regardent cette information et ont besoin d'avoir l'information correcte et complète du travail rémunéré et ou de la durée d'absence non rémunérée sur le mois pour cet agent. C'est complètement indépendant du fait que la rémunération type 2, c'est-à-dire salaire brut soumis à contribution d'assurance chômage, lui, soit envoyé à Pôle emploi et du coup, dans le cas, dans le cas particulier des fonctionnaires, soit à renseigner à zéro. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que la rémunération, elle, type 2, est à Ouais. zéro, le bloc activité, lui, est systématiquement à zéro. Ce n'est absolument pas le cas. Potentiellement, l'agent a effectué effectivement un travail rémunéré sur le mois qu'il convient donc de renseigner dans le bloc activité. Voilà, c'est une petite confusion qu'on a aussi remarquée donc pendant nos pilotes, avec nos pilotes pardon, sur les derniers mois et donc sur lesquels on souhaitait apporter un petit éclairage. Alors, on vient ici apporter des précisions sur ce qui doit intégrer le bloc prime, gratification et indemnité, puisque c'est aussi des questions qui sont assez récurrentes. Donc, si vous avez une prime, une indemnité qui est définie dans la liste d'énumération du bloc, en fait, il y a 4 critères pour établir que les primes que vous versez sont effectivement à renseigner dans ce bloc. Donc, premier critère un peu évident, désolée, c'est que si la prime est listée dans les énumérés du cahier technique, bien évidemment, il faut l'intégrer dans le bloc. Typiquement, c'est le supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence. Voilà, il y a un certain nombre de primes qui sont vraiment plus spécifiques à la fonction publique, qu'il convient de déclarer sous ce bloc prime et indemnité. Ensuite, si vous avez une prime qui est liée à l'activité, mais qui ne se rattache pas à une période de paye, à la période de paye sur laquelle cette prime est versée. Typiquement, c'est le cas du 13e mois. On la verse généralement en décembre, mais c'est pas lié directement à l'activité du mois de décembre. C'est aussi également ici qu'il convient de le déclarer. Également, si vous avez une prime qui n'a pas de période de rattachement, parce que le 13e mois, on comprend bien que c'est plutôt le rattachement, c'est un rattachement annuel. Vous pouvez avoir également des primes exceptionnelles qui n'ont pas de période de rattachement en tant que telle, mais il convient également de les déclarer dans ce bloc prime, gratification et indemnité. Et enfin, toute autre prime qui n'est pas mensuelle, pour quelques jours, par exemple, c'est également à déclarer dans ce bloc. Donc c'est important de bien le déclarer parce que comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des exclusions parfois et donc il y a le salaire qui exclut, c'est toute prime, gratification et indemnité, donc c'est important de savoir ce que l'on met, dans ce bloc de données. Ce que l'on répartit de part et d'autre en fait, Voilà, entre la exactement. partie rémunération et la la partie prime. prime. Tout à fait. Vous avez de plus en plus d'informations d'ailleurs en haut de la slide dans la fiche consigne 2193. On a essayé dans le support globalement de vous mentionner Oui. des fiches clés en tout cas. C'est qu'en haut à droite, vous avez toujours les petites, sous un fond un peu orange foncé, la fiche qui se réfère à ce que l'on évoque, avec des exemples généralement. Un dernier point aussi, alors que l'on souhaitait aborder aujourd'hui de façon spécifique, et qui est lié à l'actualité et qui fait suite au Ségur de la santé, donc post-premier confinement. Donc la déclaration du complément de traitement indiciaire qui donc a été accordé à certains fonctionnaires et contractuels pour une revalorisation de leur rémunération. Donc cette mesure a été adoptée de façon un petit peu impromptue. Il a fallu trouver les modalités pour pouvoir les déclarer en DSN au pied levé. Donc, on a réussi à trouver des modalités déclaratives et du coup, on tenait à vous les pousser aujourd'hui pour que vous puissiez les déclarer dès que vous commencerez à rentrer en DSN, si par exemple vous rentrez en DSN dès janvier. Ouais, tout à fait. Donc, à savoir que ce complément de traitement indiciaire ne sera pas, en termes de traitement indiciaire, ne sera pas intégré dans tout ce qui est indice brut ou majoré. Donc, toute la partie information sur le contrat, elle reste inchangée par rapport à actuellement, avant l'arrivée de ce CTI. Par contre, le montant qui correspond à ce complément de traitement indiciaire, lui, sera à intégrer dans les rémunérations qu'a cité Maud tout à l'heure. Et donc, c'est-à-dire que vous aurez bien une rémunération brute déplafonnée à renseigner de façon pleine et entière, incluant le montant relatif au CTI. Puis, vous aurez à détailler
vraiment le montant de ce CTI dans un bloc rémunération dont un type a été, réquisitionné en urgence, Tout à fait. pour pouvoir le positionner et c'est un type que l'on avait en réserve, une valeur de réserve, le 0,22 qui, à partir de 2022, sera renommé, de façon un peu plus, intelligible puisque ce sera le 0,22 complément de traitement indiciaire. Donc là, on comprendra bien ce à quoi il fait référence. En attendant donc, les modalités déclaratives permettent bien aux organismes récepteurs et notamment, hein, CNRACL et Quintec, de pouvoir derrière, bien intégrer ce montant de façon spécifique et donc Tout à derrière fait. de le distinguer et bien évidemment au niveau base assujettie, là encore, le montant en tant que tel est intégré dans la base assujettie et donc suit après les mêmes règles d'assujettissement, pour les cotisations. Tout à Voilà, fait. là encore, hein, vous avez sur la base de connaissances, du coup, une fiche consigne, hein, qui détaille, des exemples complets, sur le sujet, Ouais. y compris avec une déclaration rétroactive si vous commencez à le déclarer en janvier pour le compte de septembre, octobre, novembre, décembre, ce qui pourrait arriver pour certains d'entre vous. Voilà ce que l'on avait à dire, je crois, sur le Oui. CTI. On a fait le tour de la présentation que nous avions prévue. Je ne sais pas si par ailleurs vous avez des questions à nous poser, sur Ouais, ces non, éléments? non, c'est bon. Touc, touc. Alors monsieur Pa Monsieur Puibert nous pose une que alors madame Puibert, pardon, nous pose une question, excusez-moi. Quel est le salaire de base d'une assistante familiale? en fait, est-ce que, alors peut-être que je sais pas si vous pouvez vous on pourra peut-être échanger. Est-ce que votre question c'est, ça porte enfin derrière, en fait, l'idée que vous avez derrière, c'est pour les questions d'abattement fiscal, de déterminer le montant d'abattement, c'est ça? Savoir, c'est pour savoir, je sais pas si vous pouvez nous préciser la question ou peut-être, nous dire, en branchant votre Ou peut-être micro? intervenir, dans Ouais. la partie de chat, dans l'onglet chat pour nous préciser la question? Quoi? Ouais, ouais, je pense qu'on peut l'inviter. C'est pour préciser parce que Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et lors d'une autre session, on a oui. eu, d'autres questions aussi, sur des sujets connexes. Je ne sais pas si on Ouais, peut en ouais, parler du ouais. coup ici de manière à Alors, pas sur les primes intégrées dans la partie notamment le SFT, supplément ouais, familial de traitement. alors le suppl donc on attend peut-être donc enfin, pendant que Ouais, madame, j'ai plus pas Puibert, ouais. Pubert se connecte. Donc sur le SFT, alors je ne sais pas si enfin votre question, refaire un point sur les primes à intégrer alors du coup on a fait un point, donc effectivement le supplément familial de traitement, c'est une prime en tant que telle et ça enfin c'est prévu, hein, il y a un motif, supplément familial de traitement à déclarer, en DSN, donc dans le bloc prime, dans le bloc 52. Alors sur le supplément familial de traitement, si il y a vous avez notamment, alors il y a une des car il y a aussi des je ne sais pas si ça rentre dans votre question, parce qu'il y a des particularités justement sur le supplément familial de traitement, notamment lorsqu'il doit être versé à un ex-conjoint. Enfin, je ne sais pas si parce qu'on a eu des questions là-dessus et on a fait une fiche de connaissances là-dessus. Donc en fait, voilà, donc le supplément familial de traitement, c'est une prime, hein. Il y a un motif, en bloc 52 pour le déclarer. Par contre, effectivement, il y a des spécificités dès lors qu'on le verse à un ex-conjoint, notamment lié au PASS et donc pour ça, je vous renvoie à une fiche consigne, hein, qui est sur la base de connaissances qui traite du supplément familial de traitement. C'est la 2357. Peut-être que je vais vous le remettre directement sur le chat. Et là, on traite vraiment de ces sujets. Mais là, c'est vraiment du spécifique parce qu'en cas normal, c'est vraiment un type et c'est indiqué dans le cahier technique, c'est un motif, un type de prime, pardon, dans le bloc 52. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de madame Le Breton. Parfait. Du coup Parce que juste pour revenir sur les assistantes familiales, effectivement, en fait, il y a
si c'est la question, il y a effectivement un montant d'abattement à définir en fonction de certains éléments de rémunération et d'autres éléments, notamment le nombre d'enfants qu'elle garde, et cetera. Et là, je sais pas, je sais pas si votre question, il y a ça derrière, en fait. C'est savoir est-ce que derrière, vous voulez savoir comment, définir le montant d'abattement ou pas? Alors pareil, là, on a aussi des fiches consignes sur Oui. ce sujet, donc peut-être déjà, je vais peut-être vous la rappeler, savoir si ça peut répondre à votre question. Donc c'est vraiment lié et elle a été mise à jour, justement, récemment pour aider à la détermination du montant d'abattement fiscal pour ces populations. Donc c'est la fiche, 2074 et je peux ici vous remettre le lien. Voilà, donc bah, je sais pas, madame Pubert apparemment n'arrive pas à se connecter, c'est ça? Elle se connecte pas? D'accord. Donc madame Pubert, si vous nous entendez, donc on vous a mis la fiche qui peut-être peut répondre à votre question, mais là on est plus sur des problématiques fiscales et peut-être que en tout cas on a eu beaucoup de questions là ces derniers temps sur ce sujet, hein, sur comment déterminer le montant d'abattement pour les assistants familiaux. Donc je vous ai renvoyé la fiche qui fait référence. Donc là c'est pas des questions de rémunération proprement parlée, c'est plutôt on est plutôt sur le champ fiscal. Mais si ça ne répond pas à votre question, ben, n'hésitez pas à nous recontacter, peut-être soit via la base de connaissances, sur le support DSN pour qu'on puisse vous apporter des précisions plus appropriées du coup. Et oui, peut-être qu'on peut faire un tour sur les questions qu'on a eues ce matin. Également, oui. Ouais. Parce que ce matin, on a joué le même webinaire, donc avec d'autres personnes, hein, sauf s'il y en a qui aiment vraiment cette thématique. Voilà. Et on a eu beaucoup de questions sur les modalités de paramétrage pour déclarer les informations pour les organismes complémentaires. Oui. Donc là, pour rappel, Oui. hein, les organismes complémentaires, normalement, doivent vous envoyer une fiche de paramétrage avec les informations sur le numéro de votre, le code organisme. Le code organisme, le code délégataire de gestion, le cas échéant, le numéro de contrat. Et ça, c'est des informations que vous devez paramétrer dans vos logiciels pour pouvoir transmettre les informations à vos organismes complémentaires. Parce que oui, même, c'est une question aussi qu'on a eue. Les organismes complémentaires sont aussi destinataires de vos données, voilà. Pourvu que vous ayez correctement inscrit en fait les codes d'organisme pour que ça puisse leur être envoyé. Tout à fait. Du coup, c'est une expérience qu'on a de longue date maintenant déjà sur le privé. Les codes d'organisme étant souvent sujets à des erreurs, du coup, les organismes ont mis en place donc ce système de fiches de paramétrage qui vous permettent de vous simplifier effectivement le paramétrage dans vos logiciels de paye. Et puis aussi, ils vous mettent à disposition du coup un module que vous pouvez télécharger et appliquer en fait avant de déposer la DSN de manière à qualifier si votre DSN est correcte vis-à-vis des données relatives justement à ces fiches de paramétrage. Donc, pareil, si vous allez sur la base de connaissances DSN, vous aurez l'ensemble des informations nécessaires pour pouvoir du coup effectivement comprendre comment cela fonctionne. Mais l'idée, c'est de vous simplifier les choses et surtout vous permettre de paramétrer correctement les éléments. Parce que comme le disait le centre de gestion 45 tout à l'heure en vidéo, l'idée, c'est que le paramétrage vous facilite les choses après pour du coup déverser les éléments de la paye dans la DSN de la façon la plus fluide possible. Merci Quentin. Je vois que Quentin Lee du CETIP a également positionné dans le chat le lien vers le module DSN FPOC. Exactement, ouais. Donc ça, c'était un point qui est revenu beaucoup ce matin sur c'est les des questions qu'on cotisations. a eues. Donc on a effectivement rappelé que ces informations étaient disponibles. Et une précision, il n'y a pas de spécificité. Alors il y a des petites spécificités pour la fonction publique, mais les déclarations des cotisations aux organismes complémentaires suivent les mêmes modalités déclaratives que pour le privé. Donc c'est normal s'il n'y a pas des fiches dédiées fonction publique. Hein, c'est les fiches sur la base de connaissances qui sont applicables et pour les salariés du privé et pour les fonctionnaires. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors ça peut être sur les éléments qu'on a abordés ou peut-être un peu plus large ou un retour d'expérience si vous étiez en pilote ou si vous êtes en pilote.
On a eu aussi un autre point ce matin, relatif au SRE. Ah oui, exact. Ouais, ouais. Donc c'était les pensions civiles, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, on a eu la question ce matin, de savoir si le SRE était destinataire ou pas des DSN. Donc à aujourd'hui, le SRE n'est pas destinataire des DSN. On travaille avec eux pour voir si, ça pourrait être le cas et à quelle échéance. En tous les cas, en DSN sont intégrées un certain nombre d'informations à destination du SRE. La seule information qui est obligatoire à renseigner, c'est justement le fait de savoir si oui ou non un agent est affilié au Ouais, c'est vrai. SRE, puisqu'effectivement, il faut savoir si, il est affilié au SRE ou à un autre régime de retraite complémentaire. Et ensuite, le reste des informations justement de cotisation et cetera est facultatif puisque le SRE n'est pas destinataire. Donc voilà, c'était un point qui nous a été demandé ce Tout à matin et fait. une précision qu'on pouvait aussi Ouais. vous apporter du coup, lors de cette session. Alors je vois également une question de madame Tout à fait. Cassard qui nous demande si la nouvelle norme 2021 devra être effective dès le mois de janvier 2021 ou s'il y aura un délai pour sa mise en place. Alors, la norme 2021, d'ailleurs qui est disponible, hein, sur l'environnement pilote, depuis le mois dernier, je crois. Donc vous pouvez, déjà jouer et tester sur l'environnement pilote, avec cette nouvelle norme, pour éprouver, hein, vos logiciels et vos paramétrages. En tout cas, elle sera disponible en production, donc en réel, sur le vrai environnement à partir de deuxième quinzaine de janvier, Ouais. de manière à ce que les échéances des 5 et OK. 15 février, donc pour les DSN sur paye de janvier, puissent être déclarées avec cette nouvelle norme. L'idée étant que donc cette norme, sera appliquée, sur toute l'année, Mmh. en pleine et entière et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'elle est appelée norme 2021. Est-ce qu'il y a un délai pour sa mise en œuvre? Non. La norme en fait, enfin tous les systèmes en fait qui reçoivent, hein, les déclarations, du coup basculent dans une nouvelle norme à partir de la OK. date, Ouais. que l'on citait, de manière à ce que l'on puisse avoir du coup une déclaration entière, enfin l'ensemble des déclarations d'une année civile qui puisse être fait sur une même norme. Donc, c'est pour ça que, à partir de la première quinzaine de janvier, en gros, Ouais. après les échéances de janvier, on bascule sur cette nouvelle norme. Est-ce qu'il y a, d'autres questions? Alors, sachez qu'on va vous mettre là, un petit sondage à disposition dans l'onglet «Sondages» que vous avez en haut à droite de votre écran, de manière à savoir, recueillir votre avis en tout cas sur cette session et surtout savoir s'il y a des points complémentaires que vous auriez souhaité pouvoir aborder et qu'on n'a peut-être pas eu le temps d'aborder ou vous n'avez pas osé nous nous soumettre, auquel cas, donc vous avez normalement une petite pastille rouge qui vient de s'afficher, auquel cas, du coup, on pourra reprendre contact avec vous suite à ce webinaire Mmh. pour, vous apporter, hem, tout complément. De faire plusieurs envois de tests de dépôt DSN en janvier. Alors, je vois que madame Cassard, du coup, me pose une question complémentaire sur le fait de Ouais. pouvoir se tester, justement en amont, des premiers dépôts en norme 2021. Alors, c'est une très bonne question, c'est-à-dire que, bien évidemment, vous allez vouloir vous sécuriser avant de basculer dans la nouvelle norme. Donc, vous avez plusieurs options pour cela. Soit vous utilisez l'environnement, que l'on dit environnement de test ou environnement pilote. Mmh. Donc, là encore sur DSN Info, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour vous connecter proprement sur cet environnement et déposer du coup des envois, en réel, mais sur cet environnement de test. Ça veut dire que, là, vous pourrez déposer, ce que vous aurez commencé à initier comme DSN dans cette nouvelle norme, les tester, obtenir des comptes rendus métiers, les analyser et voir si effectivement tout est correctement paramétré et conforme par Ouais. rapport aux payes que vous avez fait Mmh. tourner. OK. Après, en production en tant que telle, vous pourrez faire des envois de test autant que vous voulez, mais attention, pas des envois réels, hein, des envois de test. Alors
dans la nouvelle norme à partir de la date à laquelle on aura mis en place cette Introduction. nouvelle norme. Donc, par exemple, en général, c'est autour du 20 du mois de janvier. Donc là, je ne sais pas quelle sera la date précise, effectivement, en fonction du calendrier. Mais disons que à partir du 20, si c'est le 20 où on a mis en place la norme 2021, à ce moment-là, vous pourrez tester autant que vous le souhaitez en faisant des envois de tests, vérifier que du coup tout fonctionne bien et est accepté au point de dépôt. Et puis, une fois que vous serez assez sécurisé, vous vous sentirez prêt à vous lancer, à ce moment-là, vous pourrez déposer votre déclaration réelle sur l'environnement réel du coup de dépôt des DSN. En amont Mmh. du 5 ou 15 en fonction de la date de votre date d'exigibilité. Peut-être aussi, alors ça répond pas tout à fait, mais pour sécuriser les dépôts, c'est de bien utiliser les outils de contrôle Oui, et qui DSN sont, Val, bien voilà, sûr. qui sont mis à disposition pour, justement avant de ça permet d'éviter les erreurs, et que vous ayez à redéclarer une déclaration un peu dans la précipitation, avant les échéances. Donc notamment. Je ne sais pas si, en fait, en fonction de votre logiciel, certains logiciels, certains éditeurs ont décidé d'intégrer directement ce que l'on appelle, nous, notre DSN Val, hein. Vous avez peut-être connu la date Val, bon bref. Donc du coup, le DSN Val, dans le logiciel, auquel cas c'est déjà transparent pour vous parce que vous avez déjà ces retours intégrés. Sinon, il vous est possible de télécharger cet outil qui vous permet, c'est une moulinette en fait, qui permet d'analyser si effectivement la déclaration est conforme au cahier technique de la norme et donc sera accepté au point de dépôt parce qu'il est conforme en termes de structuration justement des éléments. Ça, c'est un retour aussi, qu'on a eu ce matin. Ça Oui, traîne oui, plusieurs oui. questions qu'on a eues ce matin sur, alors effectivement, vous allez déposer une DSN. Alors elle peut être conforme, enfin passer les tests, de format, de structure, mais après vous allez avoir les organismes qui derrière vont les analyser et vont vous adresser un compte rendu métier, un CRM. Et voilà, c'est un petit point de précision parce qu'on a eu des questions sur ce sujet ce matin. Il faut vraiment bien intégrer ces CRM parce que peut-être que les premiers mois, il y aura des petits, calages à opérer pour pouvoir après par la suite déclarer, correctement, vos agents en DSN. Et comme on le disait tout à l'heure, je ne sais plus si à quel moment on a pu le dire, mais en tous les cas, vous avez le droit à l'erreur. C'est Ouais. tout à fait normal, l'erreur est humaine. Par contre, à partir du moment où vous vous rendez compte de cette erreur, il y a absolument nécessité de corriger les éléments dans une DSN ultérieure ou via une annuleur en place, hein, si cela vous est possible, de manière du coup à revoir les éléments qui ont été déclarés de façon erronée, de manière à ce que l'ensemble des organismes bénéficient de cette correction et puissent encore une fois ouvrir des droits de façon cohérente. Pardon. Donc, du coup, ces comptes rendus métiers sont vraiment très importants. Donc, on vous invite très fortement à bien sûr aller voir en fonction de votre façon de déposer vos DSN. Si vous êtes en dépôt sur la plateforme Net Entreprise, d'aller voir votre tableau de bord DSN, du coup, pour vérifier, recueillir vos comptes rendus métiers, vérifier que tout est correct ou s'il y a des choses à corriger, de voir là où il y a besoin de corriger. Si vous êtes en mode machine to machine, du coup, normalement, votre logiciel de paye recueille en fait tous ces comptes rendus métiers, vous les compile et vous les met à disposition. Donc, c'est sur votre logiciel de paye que vous aurez accès à tous ces comptes rendus de manière à derrière corriger les éléments s'il y a besoin de les corriger, bien sûr. Ou en tout cas, valider que tout est conforme. Voilà, je ne vois pas de nouvelles questions et je pense qu'on est arrivé au bout du temps imparti. N'oubliez pas de répondre au Au petit sondage. sondage. Eh bien, s'il n'y a pas de nouvelles questions, nous vous remercions pour votre écoute attentive et pour vos questions et nous vous souhaitons une très agréable fin de journée. Merci. Merci, au revoir. À bientôt.